Salut très chers Tu auditeurs, peux? bienvenue sur ce nouvel épisode du Cercle Afro. Donc aujourd'hui, je suis avec Joseph, Joanne et une illustre invitée qui va bientôt se présenter. Donc juste pour faire un peu la transition avec l'épisode qu'on a eu à présenter la dernière fois qui parlait d'amour, c'était pendant la Saint-Valentin, on a parlé de relations amoureuses, de couple. On a eu de très bons retours voilà, par rapport à cet épisode. Donc, voilà, on s'est dit que c'est un sujet qui vous intéresse, donc qui nous intéresse aussi. Donc, on a voulu le relancer, avoir la perspective d'une professionnelle du milieu. Et donc, aujourd'hui, on aura l'occasion d'avoir cette vue un peu plus globale, je dirais, Hmm. du sujet. Et donc, ben, déjà, Joseph, comment tu vas? Comment a été ta semaine? Je vais très très bien. Ma semaine s'est très bien passée. On a beaucoup travaillé tout au long de cette semaine-là. On a essayé de clôturer un peu des dossiers au travail. Mais ce qui m'a motivé le plus à faire cette semaine, c'était l'épisode qu'on allait Mhm. avoir aujourd'hui. Parce que moi, j'étais resté sur ma faim avec l'épisode avec le couple Wackoff. On a abordé pas mal de sujets. Mais je me suis dit qu'il faut peut-être une autre vision de la chose. Et vraiment, l'épisode avec notre coach aujourd'hui est très intéressant, surtout que j'ai déjà rencontré le coach dans d'autres milieux et je me suis senti édifié. Du coup, aujourd'hui, ça sera vraiment une occasion supplémentaire pour moi d'en apprendre davantage. C'est ça. Et toi, Joanne, du coup? Moi, pareil, ça va super bien. La semaine s'est très bien déroulée, comme d'habitude. Et j'avais déjà eu l'occasion d'avoir une discussion assez brève avec notre invité. J'étais un peu resté sur ma faim. Il y avait certaines idées que je partageais pas forcément parce que je trouvais que ça s'appliquait pas à notre génération, mais on aura le temps de discuter de tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, on a ce privilège-là d'avoir l'invité d'avoir Coach Hélène sur notre épisode comme invité. Et donc, on pourra lui poser toutes les questions qui nous viennent en tête. Et puis, toutes ces fois où vous êtes resté sur votre faim, en fait, on pourra en parler. Mais déjà, on va laisser Coach Hélène se présenter. Si tu le veux bien, Coach Hélène. Merci, salut à tous. Alors, je suis coach Hélène Kofi, coach certifiée de l'ACOPSI. L'ACOPSI, c'est l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. J'exerce depuis une dizaine d'années. Je suis mariée. J'ai 4 enfants. Il faut préciser que je suis mariée depuis 30 ans, hein. Wow. C'est Voilà, notable. c'est Oui, important. c'est très notable. Ça veut dire qu'on sait notre coach sait de quoi il parle quand il C'est parle de sûr, c'est sûr. mariage. Exactement, exactement. Et je suis experte en harmonie conjugale et familiale. Brièvement Très bien. présentée, coach Et Hélène. donc, justement, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que coach, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton métier? Donc, quand on dit coach experte comme toi, enfin, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu fais, on va dire un peu au jour le jour? En quoi consiste le métier de coach de vie? Parce que surtout sur les réseaux sociaux de nos jours, on voit beaucoup de personnes C'est ça, qui se qui disent coach, qui donnent des c'est conseils et tout ça. ça. Ben, le coaching, aujourd'hui, tout le monde, c'est vrai, se fait appeler coach. Mais il faut savoir qu'avant qu'on ne parle de coaching en harmonie conjugale et familiale, tout le Mhm. monde sait qu'on parlait au départ des coachs sportifs. Ça, tout le monde le sait. Alors, quand Mhm. on parle de coach sportif, c'est quoi? C'est celui qui accompagne, qui booste les sportifs pour Mhm. ils atteignent un certain niveau. Donc, nous, dans notre métier, dans notre activité, moi personnellement, c'est d'accompagner les couples. Mais avant d'être en couple, on est célibataire. Comment effectuer son choix pour se marier et être heureux, être épanoui et Mhm. ensuite fonder une famille heureuse. Donc, quand vous parlez d'activité de coach Hélène, en fait, je fais des conférences, des ateliers, des séminaires, voilà, sur invitation ou sur organisation de ma part. D'accord? Et aujourd'hui, nous D'accord. savons tous que les couples souffrent énormément, mais avant d'être en couple, faire son choix aussi est très difficile de nos jours. Alors, en venant rencontrer Coach Hélène va accompagner, Coach Hélène va orienter, Coach Hélène va guider. C'est un peu ce que je fais. Ça concernant les jeunes ou les personnes qui sont en, en quête d'une relation durable. Et il y a aussi la gestion des couples, ceux qui sont déjà mariés et qui ont du mal à avancer. Voilà, nous les accompagnons, nous les boostons. Mais en fonction des objectifs qu'ils veulent atteindre, bien sûr, hein, le coach n'est pas un magicien. Il faut Ouais. bien Mhm. sûr la bonne volonté moi j'appelle les patients, du patient, de la patiente qui vient rencontrer coach Hélène. Mhm. Voilà. D'accord. Je sais pas vous les gars, mais enfin, moi je vois la chose comme
je dirais, deux parties, deux principales parties. Donc, c'est d'abord avant d'être dans le couple, donc c'est recherche de partenaire. Et ensuite, lorsqu'on est dans le couple, donc accompagnement et enfin peut-être résolution des problèmes. Donc, la première partie déjà, coach Hélène, je voulais te demander, bah, quelle est la démarche lorsque une personne elle est en recherche de partenaire, donc pour se mettre en couple. Et je pense que je voudrais bien que tu mettes un peu l'accent surtout lorsqu'on est jeune, parce que voilà, moi ça m'intéresse. Mais techniquement, juridiquement, je suis célibataire. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, mais c'est vrai, parce que avec les conseils du coach, tu peux te mettre en perspective. Et moi, je parle pour moi. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ma chérie actuellement. Je veux juste mettre une nuance pour dire que à travers les conseils qu'on a aujourd'hui, ça te permet de consolider ton choix que tu as déjà effectué. Et ça, c'est déjà une très bonne démarche, en fait. C'est ça. Elle n'a pas compris la question. Oui. Ben, pour les jeunes qui désirent effectuer un choix convenable, je dis toujours qu'il faut observer. La première des choses, c'est d'abord d'observer. On ne tombe pas sur le premier ou la première venue et on décide de se mettre ensemble. Il faut prendre le temps d'observer lorsque vos yeux sont tombés sur un partenaire qui vous a accroché. Vous observez cette personne-là. Vous l'approchez, mais vous observez. Donc, il y a différentes étapes que moi j'appelle l'ODEC. Dans l'ODEC, il y a observer, il y a donc discerner, il y a décider, il y a s'engager et il y a concrétiser le mariage. Ok. Voilà. C'est toute une étape, tout un process. D'accord. Donc, la première phase, c'est l'observation. C'est-à-dire, je vois une personne qui me plaît Oui. à première vue. Après, je dois, dans le processus, c'est quoi la deuxième étape? Bon, pour avoir participé observer cette personne-là. Oui, donc observer, ensuite discerner, si je me trompe pas. Donc discerner. Donc, décider. Décider maintenant de dire à cette personne que vous comptez cheminer avec elle ou avec lui. Ok. Et donc discerner ici, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est regarder si la personne convient à peut-être des critères qu'on a déjà préétablis, c'est ça? Exactement. Dans le discernement, il y a aussi des étapes. Okay. Moi, je dis que avant, quand on atteint un certain âge, on désire, que ce soit la femme ou l'homme, a le désir de se rapprocher d'un conjoint, enfin d'un partenaire, pour pouvoir se mettre ensemble en couple et se marier, n'est-ce pas? Ouais. Donc, quand ça en est ainsi, il faut d'abord le préalable, le lit du couple, c'est la connaissance de soi. Aujourd'hui, on se met en couple, mais on ne se connaît pas. En tant que Hélène, en tant que femme, on ne connaît pas Georges en tant que Georges, on ne connaît pas Georges en tant qu'homme. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est le nœud du problème. On ne se connaît pas. Parce que pour être ensemble, il faut se connaître. Et la connaissance de soi, on parle de quelles sont mes limites, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quel est mon tempérament, comment je suis, est-ce que je peux supporter telle ou telle personne. Vous voyez, mais quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas aller se mettre avec un étranger ou une étrangère. Ça, c'est une des étapes. Après avoir vu telle ou telle personne, cette personne m'intéresse et m'a accroché. Mais est-ce que je me connais? Parce que les femmes ne se connaissent pas. La femme a un pouvoir. La femme, elle est différente de l'homme. Est-ce que je me connais en tant que femme réellement? Est-ce que je me connais en tant que Hélène? C'est important. Souvent, quand l'homme et la femme se mettent ensemble, ce qui pose problème, la femme ne connaît pas l'homme ne connaît pas la femme. Voilà le problème. Et je me demandais, mais in fine, comment est-ce que la femme ou l'homme ou les deux, avant même d'entrer en relation, comment je fais pour me connaître moi? Comment j'imagine que pour connaître l'autre, il faudrait, c'est pendant cette phase d'observation et de discernement, mais par rapport à ce côté personnel-là, moi-même, comment je fais pour me connaître si je ne passe pas par différentes expériences qui incluent d'autres personnes? Globalement. Pour se connaître, il faut se poser les bonnes questions. Vous voyez, souvent, des personnes viennent me rencontrer. Coach Hélène, je suis à la recherche d'un partenaire. Et c'est une question qui bloque tout le monde. Tout le monde, quel que soit l'âge. Te connais-tu toi-même avant de t'engager avec une personne? Ils sont coincés. Vous voyez, on ne se connaît pas et on veut aller vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Une personne étrangère et une personne différente de notre sexe. Donc, il y a problème. Alors, dans la connaissance de soi, il faut qu'on connaisse ses forces
Qu'est-ce qui va m'amener à supporter l'autre? De quoi suis-je capable? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes limites? Qui suis-je en tant qu'Hélène? Voyez? Voilà les premières questions à se poser avant d'envisager la recherche d'un partenaire. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que la coach Hélène dit parce que je me souviens, il y a de cela quelques temps, là, donc il y a longtemps, je me suis mis dans une relation avec une fille. Genre, c'est une relation qui est tombée sur moi un coup comme ça. Genre, ouais, moi, c'est pas tombé sur moi, j'ai un peu provoqué pour le coup. Mais au sein de la relation n'a pas trop duré, hein. Mais au sein de la relation, il y a un comportement que la fille avait que je n'appréciais pas du tout. En fait, ça me supportait. Mais ce comportement-là, donc en gros, elle aimait faire les... Tu vois, elle est très... elle n'aime pas quand un objet a une place ici et qui se retrouve là-bas. Genre, je sais pas comment il y a Un peu maniaque, quoi. un peu maniaque de fou. Ouais. Et c'est ça, moi, ça me dérangeait parce que au moins de détails, au moins de changements, elle n'aimait pas ça. Ça veut pas dire qu'il faut déranger ces choses, hein. Mais je pense qu'il y a un certain niveau où je trouve qu'il y a une exagération. Et en fait, quand je me suis retrouvé dans cette relation, je me suis rendu compte que je n'aimais pas ce comportement. Mais ça, c'est facile à savoir, en fait. J'avais juste à me poser des bonnes questions ou est-ce que j'apprécie qu'on me fasse des reproches sur des trucs aussi insignifiants? Est-ce que j'appréciais ça? C'est le genre de questions que quand tu te poses, tu te rends compte déjà que bah, je n'aime pas ça. Et donc, dès le départ, tu peux dire stop, en fait. Bon, la relation s'est terminée pour d'autres choses. Mais c'est un peu, genre, je comprends bien la posture que la coach Hélène veut nous faire avoir ici, en fait. Mais je pense que une autre question qui vient s'ajouter à ça, c'est est-ce qu'il ne faut pas justement, tu vois, ce frottement, ce contact, c'est-à-dire est-ce qu'en dehors de cette relation, tu aurais pu juste t'asseoir, te poser la question si tu n'avais pas été confronté à ces situations? Oui, oui, pourquoi? Parce que ma mère me faisait un peu ça quand j'étais petit. Donc, j'avais déjà vu ce genre de comportement. Je sais comment ça fonctionne. Donc, c'est des trucs que je n'aimais pas déjà quand j'étais petit. Après, on me dira peut-être que tu peux changer et tout. Bon, tu ne peux pas lire sur le visage d'une personne aussi que la personne est maniaque. Mais si j'avais bien assimilé que je n'aimais pas ça, bah, dès le départ, avant de me mettre dans une relation, j'allais poser directement une question à la personne pour lui demander est-ce que toi, tu es comme ça, comme ça, comme ça? Et en fonction de ce qu'elle me dira, bah, je vais automatiquement prendre des dispositions pour ne pas que ça arrive, ça me poursuive en fait. Ouais. Et j'aurais gagné du temps et de l'énergie. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ça t'évite de tomber dans des, je dirais pas de pièges, mais des situations qui peut-être te retardent et tout ça. Et donc, on a parlé d'observer, on a parlé de discerner, et la prochaine étape, c'est décider, c'est ça? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, coach Hélène? Excusez-moi, je voudrais m'attarder sur l'observation. Ok. C'est important. Oui. D'accord, si vous permettez? Bien sûr, bien sûr. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est les yeux, parce que chez les hommes, c'est le visuel d'abord. Je regarde cette dame, cette jeune femme, elle m'accroche. Je me rapproche d'elle, je la salue fraternellement, n'est-ce pas? Oui. Et puisqu'elle m'a accroché, il y aura échange de contact et nous allons chercher à revoir cette personne, n'est-ce pas? Et c'est au cours de ces différents échanges que nous aurons que nous allons, dans les premiers instants, observer pour savoir qui est cette personne, cette jeune femme ou qui est ce jeune homme. Vous comprenez? Et si vous avez fait l'analyse de vous connaître, vous gagnez en temps et vous évitez des pièges. Vous me comprenez? Donc, c'est bon que chacun puisse faire cette analyse-là sur elle-même. Qui suis-je? Apprendre à savoir qui je suis. Apprendre à savoir nos forces. Ça, je peux supporter jusqu'à une certaine limite. Moi, je suis capable de. Moi, je ne suis pas capable de. Avec un tel tempérament, je ne peux pas me mettre avec un tel tempérament. Vous voyez? Mais souvent, on ne fait pas cet exercice-là. Tout de suite, on se met ensemble à cause du physique. Il m'a plu, elle m'a plu, ou à cause du portefeuille. Non. Et souvent, les jeunes, ils sont encore plus pressés. Ils vont aller au lit. Moi, je dis, ils mettent la charrue avant les bœufs. Vous voyez? Donc, on doit faire attention. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose que vous m'ayez invité. Il faudrait que chaque personne sache que si elle veut s'engager, elle doit savoir qui elle est en tant que Cécile, en tant que Hélène et en tant que femme. Parce que la femme est complètement différente de l'homme. Souvent, nous les femmes, on bavarde beaucoup. Nous sommes dans les détails. Les hommes, ils bavardent pas beaucoup, ils parlent peu. Alors, mon homme ne me dit rien. Mon homme. Il faut savoir qui est l'homme et à savoir à quel moment il faut parler à l'homme.
Il y a ces petites choses qu'il faut savoir qui font que ça devient des nœuds dans les couples et après, c'est la séparation. Donc, se connaître et connaître les hommes. Les hommes aussi doivent connaître les femmes. Les femmes aiment qu'on soit attentionné. Si un homme n'est pas attentionné, il part à sa perte dans son couple. Donc, l'homme doit connaître qui est la femme. La femme, qu'on la valorise, qu'on lui dise, oh, tu es belle, tu es mignonne, mais ta coiffure te va, des petites choses comme ça. Mais un homme qui ne sait pas, ça va capoter dans son foyer parce que la femme attendra ça en vain. Vous me comprenez? Donc, il y a tout ça à savoir. L'homme doit savoir qui est la femme. La femme, grand F, qui est-elle? Suis-je capable de me mettre en couple avec une femme parce que la femme est en attente de ceci ou de cela? Suis-je capable de me mettre avec un homme parce que l'homme est en attente de cela? Voilà, nous sommes différents. Et la femme vient en aide à l'homme. Il faudrait que les femmes le sachent très bien. Si on n'est pas prêt à tout ça, mais on ne peut pas arriver loin. Donc, ce sont les préalables. Ensuite, quand on a fait toutes ces observations, on ne dit pas oui quand la personne nous fait la cour tout de suite. C'est quand on a regardé tout ça, on a observé tout ça, qu'on va maintenant discerner de manière individuelle. On rentre chez soi, on note, il est comme ci, il est comme ça, il rentre dans ce que je veux. Bon, voici, cela, on note. Avant de dire oui, le petit oui, ce mot de 3 lettres, il peut nous entraîner dans le ravin. Il peut nous entraîner au cimetière. Donc, on doit faire très attention. Mais moi, j'aurais une question et une petite remarque. Du coup, avec ce que tu viens de dire, j'ai plus l'impression que la phase d'observation, c'est une phase d'observation et aussi de test, du coup. Parce que je me dis, vu la manière dont tu as expliqué, si je rencontre quelqu'un, au vu de l'observation préalable que j'aurais fait de moi-même, c'est-à-dire si on suppose que je me connais moi-même, pour vérifier si telle personne va être de tel tempérament, avoir telles habitudes qui vont être compatibles avec les miennes, va falloir que je les teste parce qu'il y en a certaines qui vont ressortir naturellement, mais pas toutes. Du coup, je suppose que, par exemple, si je prends comment la personne réagit quand elle est colérique, c'est pas dans tous les cas qu'il y aura une situation qui va se présenter plus ou moins rapidement. Du coup, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être ça semble un peu comme de la manipulation, mais peut-être je vais créer une situation pour l'énerver, voir, est-ce que c'est une personne qui s'emporte vite? Est-ce que si elle s'emporte, elle va commencer à jeter les trucs ou bien casser les différentes choses. Du coup, si tu pouvais un peu aller un peu plus dans le détail sur cette partie et vas-y, ensuite je vais poser la question. Exactement. C'est pour ça que je dis, il y a bien des étapes avant de se mettre en couple. Nous brûlons les étapes. Je vais prendre un exemple. Quand nos parents nous inscrivent à l'école, est-ce que de la maternelle, on se trouve en PhD? Non. Il y a des étapes. Même pour le mariage, pour la vie de couple, il y a des étapes. Mais concernant la vie de couple, on ne veut pas suivre le processus. Voilà le problème de nos divorces aujourd'hui. Il y a des processus. Tout de suite, il me plaît, paf, je vais me mettre avec lui. Non. Le oui, c'est la femme qui le dit, parce que c'est l'homme qui vient vers la femme à chaque fois. Et avant de donner son oui, il y a ces étapes-là. Elle observe. L'homme aussi l'observe. On ne se presse pas parce que le mariage, c'est pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le mariage, c'est sacré, c'est divin. Donc, on ne fait pas n'importe quoi quand il s'agit du mariage. Donc, c'est comme si on nous inscrit à la maternelle. De la maternelle, quelle que soit notre intelligence, on ne peut pas être en PhD. Ce n'est pas possible. On ne sera pas encore mature. Donc, on prend le temps et on suit toutes les classes. C'est ça l'observation, le discernement et la décision, décider. Mais dans l'observation, il y a des secrets, c'est pour ça qu'il faut voir des coachs. Venez quand vous sentez intéressé par un partenaire, vous venez rencontrer coach Hélène, puisqu'il s'agit de moi aujourd'hui, et je vais vous orienter, vous guider, et on gagne en temps. On ne fera pas de doctorat comme nos parents à l'époque, non. Il y a des signaux, il y a des tests que vous allez faire qui vont vous permettre de savoir si cette personne-là est le choix convenable ou pas. Ça sera plus rapide. Moi, je donne 3 mois. En 3 mois, c'est rapide, là. On trouve tout de suite et on peut décider de cheminer ensuite. Ok. Pour l'exclusivité... le français, c'est difficile. Exclusivité, vas-y. De cet épisode, vous avez parlé de signaux. Donc, est-ce qu'on peut avoir juste un exemple
de signal qui pourrait nous faire reconnaître qu'une personne est la bonne lorsqu'on est en recherche? D'abord, nous avons nos propres critères. Parce que la personne que vous allez trouver pas la bonne pour vous peut être la bonne pour l'autre. C'est pour ça que je parle de se connaître soi-même d'abord. Voilà. Il faut se connaître. Moi, mon choix idéal peut ne pas être le choix idéal de Cécilia, par exemple. Parce que moi, j'attends ça d'un homme. Elle n'attend pas ça d'un homme. Vous voyez un peu? Donc, les choix sont différents. Le choix idéal du conjoint est individuel. Qu'est-ce que j'attends, moi, de tel partenaire? Il y a des femmes qui aiment bien des hommes calmes, qui ne parlent pas beaucoup, qu'elles aiment bien dominer. D'autres femmes n'aimeraient pas ce genre d'homme. Il y a des hommes qui aiment bien des femmes qui bouillonnent, actives. Bon, ça dépend de vos critères. Il faut déjà, chez vous, noter ce que vous attendez d'une femme. Et si vous retrouvez ces critères-là en Cécilia ou en Jeannette, alors vous prenez du temps pour observer. Mais ce qu'il faut noter en règle générale, d'accord, c'est que vous soyez connectés. Un couple doit être connecté. Vous ne pouvez pas être en déphasage et vivre épanoui, ce n'est pas possible. Et quand je parle d'être connecté, c'est que vous ayez les mêmes visions. Il faut que vous partagez des choses qui vous emmènent à avancer, en fait. Mais pas un qui tire l'autre vers le bas. Non. C'est pour ça que là, vous devez mentionner tout ça. Qu'est-ce que j'attends, moi, d'un homme dans ma vie? Je me connais. Moi, j'ai horreur des personnes, par exemple, qui ne s'engagent pas, qui n'aiment pas se réaliser. Il y a des personnes qui sont là, qui stagnent, qui vont au bureau, qui rentrent, ça suffit, qui ne vont pas avoir de projet. Il faut se connaître pour faire son choix, en fait. Vous voyez? Voilà. Pour revenir à la question de Joanne, qui avait tout à l'heure parlé de comment tu fais pour identifier une personne en colère. Moi, je pense qu'il y a une technique qui marche aussi, mais c'est un peu subtil à savoir. Alors, au lieu d'aller tester directement la personne, il suffit juste d'être dans l'entourage de la personne pour savoir comment la personne s'énerve, se comporte quand elle est en colère. Après, c'est subtil parce que si tu es dans l'entourage de la personne et que tu n'as pas montré directement tes intentions, que tu es venu en tant qu'ami, il y a une maison qu'on appelle la friend zone dans laquelle tu vas habiter. Une fois que tu rentres là-bas, c'est vraiment compliqué de sortir. Mais donc tu peux essayer déjà ça, d'essayer d'être proche de la personne. Pas trop proche pour être dans la friend zone, mais suffisamment pour voir comment la personne réagit quand elle est en colère. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, moi je pense qu'il suffit juste même d'avoir les statuts. Et Dieu te dira, mais non, on ne regarde pas les statuts pour parler, mais juste d'avoir les statuts, mais d'autres réseaux d'une personne, pour voir comment la personne réagit sur certains sujets, pour avoir un avis, en fait. Mais après, je suis d'accord avec toi, mais derrière, si je veux prendre moi mon exemple comme ça, moi, je fais quasiment pas de statut, je n'ai aucune présence sociale à part nos épisodes qu'on fait ici. Du coup, spécifiquement, après, peut-être je suis un outlier, un cas particulier, ce serait probable, mais moi, tu peux pas forcément savoir si je suis calme, si je parle pas, si je suis colérique ou pas. Genre, je pense ainsi, je veux prendre ton cas, mais je vois ce que tu veux dire. C'est une technique parmi tant d'autres. Mais je me demandais encore rapidement sur ce sujet de l'observation et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Est-ce que la coach, elle est pour une multi-observation ou elle est pour une mono-observation? Est-ce que je vais appeler multi-mono, c'est-à-dire, je vais prendre Cécilia, elle décide qu'elle veut observer 10 hommes en même temps. Du coup, elle a sa petite liste de 10 hommes avec qui elle parle et elle observe. Ça peut être aussi le cas de Marc qui veut observer 10 femmes. Est-ce que vous trouvez que c'est éthique? Dans l'observation, il n'y a pas encore de décision prise. D'accord? Et c'est une bonne chose. On peut observer 2, 3 personnes et on fait son choix. Parce que dans l'observation, on n'a pas dit oui. La personne a dit tu me plais, je t'apprécie. Cela ne veut pas dire que Cécilia s'est engagée. Vous me suivez? Voilà. C'est l'erreur qu'on fait souvent. Je t'apprécie. Nous allons nous observer. Tu peux observer 2, 3 parce que tu veux faire un choix qui te convienne. D'accord? Il n'y a aucun engagement. Et tu verras comment chacun de 1, 2 ou 3 se comporte selon toi, tes critères. Pour en venir à la question de tout à l'heure concernant
comment savoir si cette personne est colérique ou pas? C'est par le questionnement. Je dis souvent en Côte d'Ivoire, on se retrouve quand les gens se draguent, quand les hommes draguent les femmes, à manger tout le temps au restaurant, au maquis. Bon, supposons, vous mangez, mais posez les questions. Vous devez communiquer. Quand les hommes draguent, ils ne communiquent pas suffisamment. Ils portent des masques. Chacun se camoufle là. Il faut pas se camoufler. C'est le moment de parler. Le maximum de questions. Tel que tu es, ça sortira forcément. Et pour ceux qui ne savent pas le faire, venez voir Coach Hélène. Je donne des secrets, des indices, des outils pour pouvoir détecter cela rapidement. Oui, ça s'apprend. Il ne faut pas se laisser avoir comme ça. Parce que souvent, quand on est épris, il y a la passion. On ne fait pas attention à beaucoup de choses. On est passionné là. On est, maman parle, oh, tu n'aimes pas mon mec. Ah, non, 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 non. Mais non. Mais si on entend ça, je n'aime pas. Quand tu l'aimes, c'est quoi? Mais après, on pleure, on dit quand tu l'aimes, tu avais raison. C'est une femme d'expérience qui parle. Quand on est épris, on est soi-disant amoureux parce que ce n'est pas ça de l'amour. Hein. C'est même pas de l'amour. Parce que quand c'est de l'amour, c'est inconditionnel. On est pris, on est aveuglé, on n'entend rien, on ne voit rien, on s'engage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut prendre le temps. Il faut qu'on ait les yeux ouverts. Il faut qu'on soit solide. Il faut qu'on soit vraiment dans la tête. La tête doit être claire. On ne fait pas de choix de manière passionnée et rapide. Non. Et souvent, ceux qui m'ont entendu à Paris la dernière fois, quand j'y étais à la conférence, j'ai dit, c'est le meilleur ami, la meilleure amie qui devient notre bon conjoint. Mais juste pour vérifier que j'ai bien compris, hein, du coup, tant qu'il n'y a pas eu de parole d'engagement, tout un chacun peut faire ce qu'il veut, c'est ça? Joanne, te répondre. Je me peux être en train de... C'est de la drague, en fait. Mais il n'y a pas de oui. La jeune femme n'a pas encore donné son accord. Voilà. Une fois qu'on a dit oui, on a engagé. Or, j'ai dit on observe, on discerne, et puis après on dit oui. On décide de dire oui. C'est pas tout de suite. C'est pas en 2 semaines qu'on se dit oui. Joanne, moi, je pense que moi, je me permets de réagir parce que moi, je me suis déjà retrouvé dans une situation pareille d'observation en griffe. Et donc, si tu vas en tant qu'homme, moi, je parle de la perspective d'un homme. Moi, je vois 2, 3 filles qui me plaisent. Tu vois, donc déjà, j'essaie de rentrer en contact avec ces filles-là, discuter, voir ce qu'elles font, comprendre un peu leur manière de fonctionner. Et quand je me lance dans ça, je n'ai jamais dit à une fille, toi, tu me plais, je veux qu'on soit en couple demain. Non, j'observe. Donc, vous observez, je peux dire, ce soir, j'ai vu un film intéressant, on va regarder ou bien on va faire ça, c'est ça. Mais, genre, comment j'ai éliminé une, par exemple, je lui ai proposé une sortie, tu vois. Je te dis, viens, on se retrouve tel jour, on va faire ça, 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 ça. Elle me dit, en fait, non, j'ai pas le temps et tout, non, je pourrais pas être là. Et elle ne donne pas une nouvelle date, tu vois. Moi, je trouve que quand tu fais pas ça, ça montre que peut-être que tu n'es pas vraiment intéressé. Donc, automatiquement, j'élimine. Mais si j'étais en observation avec 2, 3 filles, mais j'ai quand même éliminé grâce à ce petit jeu. Hein. Je ne vais pas courir derrière toi, tu vois. Si tu me montres que tu n'es pas intéressé, il ne faut pas perdre le temps de tout un chacun. On passe à autre chose. Donc, en sort, tu peux observer 2, 3 personnes. Et pareil pour les filles. Hein. Si un gars vient te dire que je suis intéressé par toi, si tu es une fille, et que tu dis, OK, je vais réfléchir, le lendemain, tu le vois marcher avec Cynthia. Normalement, si tu es une fille sérieuse, tu dis, il ne va pas aller marcher Cynthia et venir vers moi, j'en sais pas possible en fait. Il ne sait pas ce qu'il veut, il cherche encore. Donc, c'est comme ça, si tu n'as pas envie de lutter et que le gars ne te plaît pas plus que ça, tu prends tes distances, hein, tu vois. Tu peux dire que c'est parce que le gars, c'est un coureur de jupons. Mais après, moi, je sais pas, mais je trouve que même après, peut-être on parle pas des mêmes choses, mais même dans l'étape de la drague et tout, en fonction de certaines actions, même si des choses n'ont pas été dites, il doit y avoir une certaine, je ne vais pas appeler ça loyauté, mais prenez... Une cohérence, en fait. Voilà, une certaine cohérence avec les dires. Parce que si je veux reprendre ton exemple, moi, je sais pas, si je vais dire à Cynthia que, ouais, toi, je te trouve bien et tout. Voilà, j'aimerais ne pas être dans cette case ami. Si tu continues ou si tu commences à parler avec moi d'une certaine manière, même si on ne s'est rien dit, de manière implicite, ça veut dire pas je veux sortir avec toi. Selon moi, hein, vous me dites, pas je veux sortir avec toi, mais tu m'intéresses un minimum aussi. J'aimerais voir aussi dans cette phase d'observation là, de sorte à ce que nous deux soyons en phase d'observation. Mais si
il y a ce phénomène-là. On va appeler ça un phénomène. Et demain, je vois, ah, tu es parti au cinéma avec Junior. Ça veut dire que, moi, je me dis, hein, et peut-être c'est différent avec les hommes qu'avec les femmes. Mais je te vois marcher avec Junior, je me dis, ah, c'est un peu bizarre. Est-ce que Cynthia, elle fait la rotation ou c'est un peu... Parce que tu fais un truc avec moi, après tu vas aller faire avec Junior. Et je pense que le coach sera d'accord avec le fait que les hommes, on est assez territorial. On n'aime pas trop partager. Du coup, peut-être que ce sentiment-là sera moins accentué chez les femmes. Mais à partir du moment où je te montre un certain intérêt, que tu me renvoies la même énergie, pour moi, on ne sort pas ensemble. On n'est même pas à une étape à côté de sortir ensemble, mais implicitement, on s'est dit, nous deux, on s'intéresse. Du coup, si tu t'intéresses à moi, tu t'intéresses à 9 autres gars aussi de la même manière. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Après, les gars, vous me dites peut-être c'est moi, ce truc, mais si tu n'as pas beaucoup parlé, du coup. Moi, je sais pas, c'est encore fou dans ma tête parce que justement, je sais pas si, c'est-à-dire si, qu'est-ce qu'on peut faire à cette étape, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. En fait, c'est très flou, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas parce on n'est pas encore à l'étape d'engagement, on n'a pas encore décidé de ce que j'ai compris, hein, de ce que le coach a dit. Enfin, la coach, c'est féminin. Ouais. De ce que la coach a dit. Et donc, je me dis, on est encore à l'étape d'observation, peut-être de discernement. Donc, tu as dit à la fille qu'elle t'intéresse. Peut-être elle t'a dit que tu l'intéresses aussi, mais vous jaugez. Voilà. Et donc, s'il y a deux, trois filles qui t'intéressent aussi, mais que en fait, je me dis, peut-être que pas que tu joues sur tous les terrains, mais justement, t'es dans cette phase d'observation. Et donc, je sais pas trop qu'est-ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux aller au cinéma avec deux, trois filles? Est-ce que tu peux aller manger avec deux, trois filles? Ou c'est juste, tu dois rester dans ton coin, leur poser des questions pour voir si elles sont intéressantes, si elles correspondent à tes critères. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que tu peux sortir avec elle, mais genre, tu vas pas aller attraper la main de Cynthia dans la rue et puis attraper la main de Cécilia. Tu vois, moi, je pense que tu vas pas faire ça, tu es en observation. Tu n'as pas d'engagement avec quelqu'un. Mais donc, c'est quoi les limites, en fait? Les limites, c'est attraper les mains, faire des bisous. C'est pas. Non, parce que, mais théoriquement, si on n'est pas engagé, on s'est rien dit. Si elle t'a fait bisous, je t'ai rien dit. Hein. Si toi, tu as pensé quelqu'un s'est déplacé de faire un bisou à une fille qui n'est pas ta copine, moi, je trouve. Moi, je pense que ce qui a déplacé, c'est qu'elle accepte le bisou si elle n'est pas ta copine, mais qu'elle te laisse faire quand même. Ça, c'est déplacé, par contre. Non, mais laissons coach il ait donné son avis sur ce sujet. J'aimerais bien l'entendre. Merci. Ben, dans l'observation, il n'y a aucun engagement. Et comme Joseph l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de flirt, il n'y a pas de contact. Ce sont les échanges. C'est comme des amis de classe. On va, on étudie, mais on ne fait rien ensemble, en fait, de grave. J'insiste sur l'observation. L'observation, c'est communiquer. Parce que c'est en communiquant tous les deux que vous apprendrez à vous connaître. Comprenez? Il n'y a pas autre chose si on ne se fréquente pas pour mieux se connaître. Ce n'est aucun engagement. Tu dis à Cécilia, tu m'intéresses. Elle va dire, bon. Et puis tu vas dire, mais j'insiste, je voudrais mieux apprendre à te connaître. Mais pendant ce temps, toi, en fonction de tes critères, tu as constaté qu'il y a au moins 3 comme Cécilia qui t'intéressent. Tu n'étais point engagé. Donc, tu vas observer parmi les 3, en échangeant. Déjà, les échanges, tu vas capter certaines choses. Comment elle se tient quand vous allez manger? Quelles sont les paroles qu'elle sort? Est-ce qu'elle est courtoise? C'est des petites choses comme ça. Et puis, vite, on élimine. Hein. En échangeant, tout de suite, on détecte qui est telle ou telle personne. Vous voyez? Il faut prendre le temps. Il y a des petites questions qu'on pose et puis on voit si la personne est censée, elle est posée et tout de suite, tu vas voir. Ou bien tout de suite, tu sauras si celle-là, c'est ton portefeuille qu'elle recherche. On peut manger ça. Il y a des filles qui sont, c'est pas possible. C'est posé. Non, on voit ça rapidement. Vous voyez? Donc, on dégage rapidement et on reste sur une. Il ne faut pas 3, 4, 5. Non, ça, c'est que nous-mêmes, on n'est pas stable. Mais j'ai vu 2. J'observe, il y a 3 filles qui sont dans mon style. Mais entre les 3, je vais me rapprocher pour voir, mais est-ce que celle-là me convient le mieux? Mais c'est en échangeant. Et vous êtes libre d'échanger puisque nous avons le droit d'être des amis, d'être des potes, d'être tout ce qu'on veut.
mais sauf des flirts, en fait. Vous voyez? Donc, les hommes mélangent tout. C'est pas parce que tu échanges avec Cécilia que tout de suite, tu vas tenir la main de Cécilia, tu vas poser ta main sur son bassin. Non, c'est échanger pour savoir ce qui est en Cécilia que tu voudrais faire ressortir. C'est bon? Oui, c'est plutôt clair. Ouais. C'est plutôt clair et net. Moi, je suis complètement d'accord. Mais moi, je voulais revenir aussi, j'ai une question, en parlant de l'observation et de se connaître soi-même et de connaître l'être en face, donc le sexe opposé. Je dis ça parce que dans l'épisode précédent, moi, j'avais dit que moi, j'avais du mal avec les femmes qui parlent beaucoup, qui n'arrivent pas à reconnaître qu'elles ont tort souvent sur certains sujets. En fait, je ne sais pas si c'est un truc qui est propre aux femmes elles-mêmes ou c'est à la femme que je connais. Mais genre, souvent, tu as des situations, tu raisonnes, tu te dis, mais j'ai raison, ce que je dis, c'est logique, mais elles vont te sortir d'autres choses. Et en fait, le couple de la dernière fois a dit que faut savoir accepter qu'on n'a pas tort, il faut essayer de comprendre les femmes. Je disais, la dernière fois, on avait un épisode avec le couple Watkoff et on parlait de connaître l'autre sexe parce qu'on avait un raisonnement sur le fait que nous, les hommes, quand il y avait une situation, on donnait un raisonnement logique qui nous semblait logique en tout cas, et la plupart des hommes attestaient que ce qu'on dit, c'est très clair. Mais les femmes, elles nous disent, nous, on voit ça d'une autre manière. Elles vont toujours trouver un contraire à la logique que nous avons apporté. Et c'est un phénomène que moi, je rencontre personnellement. Et donc, je me questionne, surtout quand on fait le lien avec le point que tu as mentionné tout à l'heure, concernant le fait de connaître l'autre sexe, le sexe féminin. Les hommes, on ne connaît pas les femmes, comment les femmes fonctionnent. Et pareil pour les femmes qui ne savent pas comment les hommes fonctionnent. Donc, est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur ça, sur ces questions-là? Effectivement, les hommes ne connaissent pas les femmes. Les femmes ne connaissent pas les hommes. Ils s'apprécient, mais ils ne se connaissent pas. Si on se connaissait, il y aurait moins de problèmes dans les couples. Je vais commencer par la femme. Il faut savoir, vous les hommes qui recherchez une conjointe, il faut savoir que la femme, il faut en prendre soin. Il faut la valoriser régulièrement. Il faut être très attentionné. Vous avez beau donner la plus belle des voitures, offrir la plus belle des voitures à votre épouse. Si vous ne lui disiez jamais, oh chérie, que tu es belle, vous ne passez pas assez de temps avec elle, tout cela est vain. Et vous allez vous fâcher pour dire à la femme, mais je fais tout pour toi dans la maison. Ce n'est pas son langage en fait. Les femmes ont le même langage. L'attention, le temps de qualité, passer du temps avec votre épouse. Et quand on parle de temps de qualité avec son épouse, ce n'est pas les enfants à côté. Oh là là, excusez-moi. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les amis. Vous prenez votre épouse, vous allez quelque part, tous les deux. Elle sera la plus heureuse des femmes. Vous chantez à ses oreilles à chaque fois que tu es belle, oh, tu es ma reine. C'est des petites choses pour gagner le cœur des femmes. Et puis, aider les femmes à la tâche. On va dire, non, ça, c'est pas de la génération de nos parents, mais c'est l'amour. Quand vous voyez que votre épouse revient du travail, surtout vous qui êtes en Europe, elle est épuisée à 22 heures, et puis vous êtes devant la télévision, vous pouvez juste lui donner un coup de main. C'est ça l'amour, en fait. Donc, c'est ce que la femme attend de son homme. C'est pas forcément de l'argent. C'est sa présence, son attention, son amour. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il attend de la femme en général? Une femme qui l'aide, une femme qui l'accompagne, qui le soutient. Pas une femme qui dit à chaque fois, il manque ci, il manque ça, il manque ci, il manque ça. Non. Chérie, je t'ai fait un bon repas, mais chérie, est-ce qu'au travail, ça va? Communiquer avec son homme et savoir ce qui se passe au sein de sa vie professionnelle, lui donner des conseils et même intercéder pour cet homme-là. L'homme, ce qu'il attend de la femme, c'est l'aide efficace. Mon épouse me donne des conseils, elle m'oriente, elle me guide, elle prie pour moi, elle me galvanise. Voilà, c'est des petites choses pour que ça marche dans le couple. Oui, pour moi, c'est très clair. Hein. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est dans toute cette histoire, c'est que souvent, surtout pour les femmes, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais pour les femmes, oui. Il y a des situations qui arrivent où c'est pas un truc. Attends, il me perd dans mes idées. Non, c'est une question. Faut que je me pose. Sinon, on va trop s'écarter.
Non, vas-y, go. Ok. Et donc, on a bien pris note de tout ce que tu as dit, coach Hélène, sur l'observation, sur le discernement et le choix du conjoint, de leur partenaire. Donc, je pense que la prochaine étape, c'est vraiment s'engager, dire, donc une fois qu'on a dit oui, s'engager, donc on continue à faire tous ces efforts. Ce que peut-être on ne retrouve pas dans les couples aujourd'hui, ou peut-être de moins en moins. C'est-à-dire que une fois on s'est dit oui, on veut être ensemble, comment justement, et on en parlait avec le couple de l'épisode dernier, comment maintenir cette flamme ou cet engagement, comment respecter notre engagement vis-à-vis de notre partenaire et puis faire en sorte que voilà, le couple, il ne fasse qu'évoluer et qu'il ne reste que soudé en fait. Ben, merci. Le travail se fait dès l'instant où on s'est dit oui. Ce n'est pas dans le mariage. Comme je le disais, l'ODEC dont j'ai parlé, observer, discerner. Dès qu'on a discerné, qu'on prend la décision de dire qu'on s'engage pour cheminer, le cheminement, tout cela doit être dans la discrétion. Aujourd'hui, j'ai un mec sur les réseaux sociaux. Voici mon mec, on le présente partout. Ça ne fait pas beau, ça ne fait pas bien. Tout cela se fait de manière discrète. Sinon, cela peut impacter la vie je vais prendre l'exemple de Cécilia, on a commencé avec Cécilia. Et l'homme qui va vouloir venir vers Cécilia, si Georges n'a pas choisi Cécilia, il va penser que Cécilia est de mauvaise mœurs. Alors que dans l'observation, c'est pas qu'ils ont fait de sales choses, de bêtises, non. Mais on peut observer 2, 3, 4, 5 et ça peut ne pas marcher parce qu'on n'est pas encore rentré en contact avec la personne qu'on recherche. Vous me comprenez? Mais quand on s'affiche trop et de manière malsaine, ça fait mauvaise impression. Donc, moi, je dis toujours à ceux qui viennent m'écouter vers moi, je dis, il faut être discret. C'est un moment de discrétion. Le temps d'observer, discerner, décider. Ça se fait dans la discrétion. Une fois qu'on a décidé de nous dire oui tous les deux, qu'on décide de cheminer, on informe papa et maman, vice-versa, du partenaire et voilà. Avant ça, on est discret, on apprend à se découvrir. Si on a dit, mais c'est quoi tout le temps tu nous présentes des personnes, c'est pas sérieux. Non, c'est discret, très discret. On apprend à détecter ce qu'on recherche chez l'autre de bon ou de mauvais. On entame encore une autre observation. C'est comme des dossiers qu'on étudie. On n'a pas besoin de s'afficher. C'est discret, on se retrouve dans un endroit où on échange. Il faut beaucoup échanger. J'insiste sur la communication. Et vous allez voir que quand vous avez passé cette étape de communiquer, ça va continuer dans votre vie de couple et vous allez vivre heureux. C'est un bon temps d'exercice qui va aider les futurs conjoints pour la suite. Vous comprenez? Et ces personnes qui auront fait ces étapes-là, passé toutes ces étapes de manière vraie, sincère, forcément, ils vivront heureux et épanouis dans leur couple. Parce que, en plus de ça, je soutiens cela par des formations. J'ai des modules pour que le couple vive heureux et épanoui. On ne se jette pas comme ça. On va à l'école pour apprendre, pour être de bons intellectuels, pour avoir des diplômes. Il faut aller à l'école aussi pour être de bons couples. Moi, j'ai une question par rapport à tout ça. Et lorsque finalement on fait l'observation, ce qui n'arrive probablement pas tout le temps, mais tu fais l'observation, tout ça, et finalement tu te dis, bah, je vais avec Cécilia aujourd'hui. Et au sein de la relation, ça ne se passe pas bien. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on a déjà donné le oui, du cheminement? Oui, dans le cheminement, on est toujours discret. C'est papa et maman qui sont informés parce qu'on va commencer à fréquenter papa et maman de l'un et de l'autre. On commence déjà à s'imprégner des membres de la famille, pas la grande famille, papa, maman, les frères et sœurs. C'est important aussi de les connaître parce que si on veut rentrer dans telle ou telle famille, il faut savoir qui ces personnes-là sont. Est-ce que ça nous convient ou pas? Donc, le temps de oui, du cheminement, ça peut cesser. On n'est pas encore aux fiançailles. C'est le cheminement, ce n'est pas les fiançailles. Le cheminement, on est officiellement, on peut aller chez l'un et chez l'autre. On prend plus de temps chez l'un, chez l'autre. Vous comprenez? On commence à se familiariser au cercle familial, en fait, des futurs partenaires. Voilà. Mais on peut encore dire, bon, ce côté-là, ça ne me convient pas, on se sépare. C'est pour ça qu'on est discret. On ne se montre pas, on ne montre pas ses photos partout, on est discret.
C'est les gens qui vont dire, vous là, vraiment, depuis un moment, on vous voit ensemble, tant pis, ça, c'est leur problème. Mais vous savez, ce que vous recherchez, c'est de découvrir en profondeur l'autre. À Paris, la dernière fois, c'était le choix du conjoint. Ils ont été bien servis. Hein. Peut-être, Joanne, c'est pas que tu veux rebondir là-dessus? Le choix du conjoint. Non, sur ce point spécifiquement, là, je suis assez d'accord. Ouais, j'ai pas de souci, ça. Parce que moi, je me disais, enfin, surtout dans le cheminement, souvent on rencontre des personnes qui ont cheminé plusieurs fois, quoi. Genre, vraiment. Mais je dirais pas que c'est de leur faute ou c'est de la faute de quelqu'un, c'est juste que voilà, ils se sont mis peut-être en relation, ça n'a pas fonctionné, ils sont remis en relation, ça n'a pas fonctionné. Bon, après, je dirais que c'est pas tout le monde qui apprend de ses erreurs de la même manière ou qui tombe directement sur la bonne personne, qui suit le bon processus et tout ça. Il y a des gens je pense que c'est plus aussi chez les filles, hein. Peut-être que je me trompe, tu me diras, Joseph ou Joanne, mais souvent les filles, elles vont se dire que si un garçon, il a eu enfin, plusieurs conquêtes avant, il a eu, je sais pas, plusieurs cheminantes, enfin, peu importe comment on veut l'appeler, c'est déjà un red flag, c'est déjà un mauvais signe, c'est pas bien parti, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça, coach Hélène? Il faut arrêter les jugements et les préjugés. En fait, le côté de cheminer 2, 3, 4, 5 et ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Sinon, il y a des signaux dès le départ. Je dis, il y a beaucoup qui pataugent, hein. Beaucoup ne se connaissent pas. Et je vous assure que je reçois des personnes de 50, 60 ans qui sont dans le mariage, mais qui ne se connaissent même pas. C'est grave. C'est trop de futilité, trop de légèreté. Faisons attention. Quand on décide de dire oui et qu'on va jusqu'au cheminement, la durée ne doit pas être longue. Tout de suite, on le sent. Une fois, deux fois, trois fois, c'est que tu ne te connais pas. Si tu te connais bien, tu connaîtras l'autre plus facilement. Tu détecteras en l'autre ce qui ne te convient pas. Voilà. Il faut se connaître. C'est important. Et connaître l'homme, connaître la femme. Apprenez qui est la femme en règle générale. Parce qu'il y a des hommes qui sont mariés, ils ont 5 enfants, mais ils ne connaissent même pas qui est la femme. Quand on leur donne des enseignements sur la femme, ils sont là. Ah, on ne se marie pas pour se marier. Il faut savoir avec qui tu vas te mettre en couple, de manière personnelle, individuelle et de manière générale, la femme. La femme, c'est un tout. Qui est la femme? Si on n'est pas prêt à aimer une femme, ce n'est pas la peine de s'engager dans le mariage. Parce que la femme, c'est l'être qui aime l'amour, c'est l'être aimé, l'être aimante. Et dans la Bible, il est dit, tu aimeras ta femme comme ta propre chair, car tu ne peux pas faire de mal à ta propre chair. Mais les hommes, est-ce qu'ils aiment les femmes telles que? Le problème, c'est que celui qui ne sait pas aimer la femme, c'est que lui, il a un problème. Et la femme qui détecte cela dans le cheminement, il vaut mieux qu'elle ne s'engage pas, qu'elle sorte parce que ça ne changera pas. C'est dans son ADN. Il n'a pas reçu, il ne peut pas donner, il ne peut pas transmettre. Il ne s'est pas aimé, il n'a pas reçu d'amour, son vase, son réservoir est vide. Ça, on doit faire aussi attention et on le détecte très vite, les hommes comme ça, comme les femmes aussi. Hein. Il y a des femmes qui ne savent pas aimer, hein. Il y a des femmes qui sont très froides. Ça aussi, ça se détecte parce qu'elles ont des problèmes, elles ont eu des blessures. Ouais. Donc, tout ça, c'est d'observer avant de rentrer dans le cheminement. Là. Vous allez sentir ça. Et si dans le cheminement, vous constatez ça, vous arrêtez la relation. Parce que si vous vous connaissez, vous allez dire, je ne peux pas gérer ça. Mais si vous connaissez que vous pouvez gérer, vous continuez pour aider la personne. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Vos forces peuvent vous amener à aider vos capacités, à supporter, à subir. Voilà. OK. Et donc, moi, en parlant d'avoir une capacité à supporter, à subir et tout, le couple précédent, c'était un couple, il y avait une chrétienne et un musulman. Et malgré tout ce qui s'est passé autour, ils ont réussi à supporter les soucis qu'ils ont rencontrés, peut-être les petites contraintes qu'ils ont eues. Est-ce que, à un moment donné du processus pour se mettre en couple, les questions religieuses doivent être prises en compte et qu'est-ce qu'on doit faire de ces questions-là? Comment les aborder surtout? Ouais, c'est vrai. Dans le temps d'observation, je dis on se connaît soi-même d'abord. Je prends l'exemple de Cécilia, qui est chrétienne catholique, qui rencontre un musulman.
Elle sait que dans sa famille, tout le monde est chrétien catholique et que dans sa famille, certainement que papa et maman n'accepteraient pas un musulman. Le musulman sait très bien que sa famille n'accepterait pas une chrétienne catholique. Vous vous engagez forcément à rester ensemble, mais il faut être solide. Il faut être solide parce qu'il faut savoir que le mariage, ce n'est pas seulement que deux individus, il y a les familles aussi. C'est ça. Ouais. Êtes-vous prêts en fonction de vos capacités? Vous vous connaissez. Moi, je connais mes forces, mes limites, je connais mon tempérament et tout. Est-ce que je vais m'engager jusqu'au bout dans cette relation ou bien si ma mère dit attention, oh là là, je libère, comment elle s'appelle, Cécilia. Donc, ce n'est pas la peine de faire attendre Cécilia pendant 3 ans parce que j'ai eu des cas que j'ai rencontrés où il y a eu même un enfant qui est né. Ils ont fait 3 ans. Ça, c'était une question d'ethnie. Hein, oui, ethnie. Ils se sont séparés parce que la famille ne voulait pas de la femme. Ça arrive. Hein? Donc, vous allez vous engager de non forcer. Pourquoi? Dès qu'on vous dit non, n'insistez pas. On entend souvent dire que l'amour est plus fort que tout. Oui. Tu as envie de te battre, de te donner. Et puis, et que le cœur ne choisit pas. Que le cœur ne choisit pas. Enfin, des fois, c'est contre-intuitif de se dire que, voilà, parce que la personne est d'une autre confession religieuse ou d'une autre ethnie ou d'une autre nationalité, on devrait arrêter, même si les familles ne sont pas pour. Oui. C'est-à-dire que vous vous connaissez. Parce qu'il y a des gens, il y a des partenaires qui ont dû se séparer sous pression des membres de leur famille. Si on veut parler de cas des musulmans, il y a des femmes qui ont été, comment on dit, chassées de leur famille. Mais l'amour étant fort, elles ont dit, je veux cet homme, je veux cet homme. On les a chassées, elles ont tout perdu, elles sont restées avec cet homme-là. Tout dépend de votre force. C'est ce que je dis, tout dépend de vous. L'amour est fort, mais en face de votre famille, est-ce que vous allez résister? Si vous vous connaissez, que vous savez que vous pouvez résister et que vous serez soutenu aussi par l'autre, parce que vous résistez, l'autre ne vous soutient pas, bon, il vous lâchera en cours de chemin. Que vous puissiez échanger, comme toujours, communiquer et dire notre amour est fort, nous allons vaincre. Il y a eu des cas où la femme a été chassée de sa famille. 10 ans après, elle est revenue, elle a été chassée. 20 ans après, finalement, ils ont accepté. Leur amour a été plus fort. Mais est-ce qu'on est prêt à cela? Il faut se connaître d'abord. C'est important. Si ta famille te fait trembler, puis tu trembles, tu ne peux pas. Bon, il faut te connaître. De quoi es-tu capable? Tes forces, tes limites. Vous me comprenez? Oui, clairement. Moi, je comprends très bien. Très bien. Oui. Je voulais maintenant poser une question, je dirais un peu plus d'actualité, au vu de tout ce que moi j'ai entendu, tout ce que j'ai pu comprendre aussi avec les jeunes de mon entourage. Bon, je ne parle pas de Joseph ni de Joël. Joseph, il a un autre niveau. Mais je dirais un peu dans mon entourage un peu proche, j'ai connu des gens qui aujourd'hui doutent du mariage, donc se posent la question de est-ce que aujourd'hui le mariage a la même valeur qu'avant? Est-ce que c'est toujours pertinent pour les jeunes de se marier? Donc, je pense que ça ramène même à la question de qu'est-ce que le mariage, c'est quoi comme cadre? Donc, est-ce que coach Hélène, tu peux élaborer un peu là-dessus et puis nous expliquer pourquoi c'est toujours pertinent aujourd'hui, avec toutes nos réalités, de se marier? Comme je l'ai dit, c'est plus fort que nous, le mariage. C'est divin. Dieu créa l'homme et la femme. On le sait tous. C'est homme et femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme afin qu'ils fassent une seule chair. Donc, c'est naturel. C'est un moment donné de notre vie. Quand on devient mature et responsable, on est attiré par l'autre sexe. C'est naturel, non? Oui, je comprends. Donc, on a envie, alors, à un moment donné, d'aller vers l'autre pour pouvoir vivre épanoui. Un homme sans la femme, une femme sans l'homme, il manque quelque chose. Tu travailles, tu as une maison, ta maison est vide, il n'y a pas d'épouse. Tu es femme également, tu travailles, tu as ta maison, tu as quitté papa et maman, c'est vide. Tu as besoin de faire tes enfants et de continuer ce que papa et maman ont fait pour vous avoir. Ça, c'est naturel, c'est dans l'ordre divin des choses. Mais à cette époque actuelle, les gens ont peur. Pourquoi? Parce que les gens ont désacralisé le mariage. Aujourd'hui, c'est vous les jeunes qui aimez prendre des filles et les filles aussi qui vous suivent sans autre forme de procès et on couche ensemble. C'est désacraliser le mariage. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se connaître. Qui sommes-nous?
Que comptons-nous faire ensemble, les projets de vie, notre vision, nos objectifs d'abord avant d'aller ensemble? Ça, c'est le jour du mariage. Ce n'est pas au départ. On s'amuse, on fait des enfants, on ne s'entend plus, nos enfants sont blessés, et puis ça continue comme ça. La roue continue. Il faut que ça cesse. Quand on parle aujourd'hui de mariage qui ne va pas, on a peur du mariage, les gens sont faux, tout le monde est faux. Bon, il y a problème. Que se passe-t-il, les hommes? Que se passe-t-il au niveau des femmes? Vous ouvrez trop rapidement le corridor, les femmes. Et quand vous ouvrez facilement le corridor, les hommes ne vous font plus confiance. Tout le monde s'est amusé et passé au corridor sans autre forme de procès. Les hommes également, les femmes ont tellement ouvert le corridor qu'ils pensent que tous les corridors, on peut passer librement. Voilà, tout le monde s'amuse et tout le monde maintenant accuse tout le monde. Il faut qu'on arrête de s'accuser. Quand tu pointes un doigt sur l'autre, tu as 3 doigts qui te reviennent. Les hommes disent les hommes sont mauvais. Les hommes disent les femmes, oh, c'est l'argent. Mais je vais vous dire une chose, les femmes en ont marre. Donc aujourd'hui, elles se disent de toutes les façons, ils vont venir encore jouer avec moi. Donc si je peux tirer au maximum les sous, je tire. Parce qu'elles sont blessées. Donc il n'y a plus de confiance. Les blessures font que tout le monde devient, je sais pas, c'est pas bon. Il faut que les hommes, les jeunes, les hommes, même les pères de famille aussi, arrêtent de s'amuser. À un moment donné, on devient responsable et mature. L'immaturité, là, il faut que ça cesse. Et les choses vont se tasser. Les femmes en général sont des personnes bien. Mais elles ont compris le jeu des hommes. Donc, elles jouent le jeu des hommes. Et ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde est dans l'instabilité chronique par manque de confiance et de doute de chacun. Mais du coup, si je comprends bien, c'est de la faute des hommes, la manière dont les femmes sont. C'est ce que je veux poser. Parce que du coup, vu la manière dont tu expliques, si je comprends bien, c'est de la faute des hommes, la manière dont les femmes sont actuellement. Oui, les hommes se sont trop foutus et se sont trop amusés avec les femmes. Mais dans un monde totalement... Mais elles aussi, je les accuse parce qu'elles ont trop facilement ouvert le corridor. Il ne faut pas ouvrir. Mais si elle a ouvert initialement, ce n'est pas ma faute. Théoriquement, moi je me dis, si je viens vers toi, je te propose de faire un truc qui est théoriquement mauvais. Oui. Mais du coup, c'est elle la faute, ce n'est pas les hommes qui ont causé quelque chose. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. La femme a confiance, elle croit, elle l'aime avec son cœur. L'homme a vu la beauté physique de la femme, il est venu s'amuser alors que la femme pensait que c'était du sérieux. Et il part avec encore une autre. Il blesse, elles n'ont plus confiance. Parce que la femme, quand elle aime avec tout, corps, âme, esprit. L'homme, il vient juste déposer son truc, il s'en va. C'est différent. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la femme apprenne à connaître l'homme et l'homme apprenne à connaître la femme. La femme se donne en totalité, en intégralité. Donc, elle est blessée. Alors que lui, il savait ce qui venait, juste un tour. Et comme la femme aime les paroles mielleuses, elle est comme ça, la femme, elle aime qu'on la valorise et tout. L'homme joue de ça. Donc, la femme doit faire désormais attention et ne pas accepter qu'on joue avec elle en ouvrant facilement le corridor. Elle doit prendre le temps d'observer, de discerner et de décider malgré tout ce que l'homme te dira. Ce n'est pas une course, le mariage. C'est vrai. Mais du coup... Moi, je suis complètement d'accord parce que si on regarde historiquement, il n'y a que dans ces dernières années-là que les femmes ont en griffe commencé à ouvrir leur sexualité. Qu'est-ce que je dis par là? Ou assumer leur sexualité, leur envie. Pendant longtemps, je pense que jusqu'à la fin des années 90, genre les femmes étaient encore dans certaines cases où elles n'avaient pas le droit de, je sais pas, s'habiller comme elles veulent, faire ce qu'elles veulent de leur corps et tout. C'est maintenant, dans ces derniers temps-là, que ça arrive. Donc, si c'est récemment que ça a pu se faire, ça veut dire que, historiquement, où les hommes sont en partie responsables de ce changement qu'on observe maintenant. Donc, en vrai, moi, je suis totalement d'accord. Bon, moi, pas forcément, franchement, parce que je pense que les deux ont leur part de responsabilité. Ouais, franchement, ça, moi, je suis d'accord avec Messi. Oui, les deux, oui. Les deux ont leur part, mais si des ratios, bon, peut-être que ça, vous n'allez pas apprécier, mais je pense que les hommes ont quoi, 60% et les femmes ont 40%, parce que jusqu'à la fin de la journée, pendant longtemps, c'est les hommes qui allaient initialement vers les femmes. Donc, les femmes ne draguaient pas. Même aujourd'hui, en 2025, quand la grande majorité des femmes ne draguent pas ouvertement comme les hommes le font.
Donc, il y a quand même, il y a quand même ça à prendre en compte. Non, moi, je suis pas d'accord avec ce ratio, hein. Très, très clairement pas. Parce que, in fine, ça donne l'idée que si on veut chercher les causes profondes, et je le précise, hein, c'est pas une histoire de fierté masculine bien pour défendre les hommes. Moi, c'est pas mon souci. Mais ça donne l'idée qui est selon moi pas vrai que dans les causes profondes, ou bien la cause profonde, c'est les hommes qui, parce qu'ils sont pour certains ou bien pour beaucoup des maudits, comme on dit dans notre jargon, ça a rendu les femmes maudites. Et moi, genre, je me dis, quelle que soit l'action que j'ai eue envers toi, in fine, la décision de prendre tel ou tel chemin, hein, c'est toi qui la prends. Parce que il y a des femmes aussi à qui on a fait du sale, comme on dit, et qui ne sont pas devenues des ouvreuses de corridor, théoriquement, hein. Parce que, je termine en disant que, bah, si je suis venu aujourd'hui, que je t'ai fait du mal, parce que, bah, je t'ai amadoué, tu aimes les paroles mielleuses, patati patata, pourquoi ne pas prendre la décision d'améliorer ton analyse pour que la prochaine fois, Marc, Jean-Baptiste, Elliot, ces personnes-là ne puissent pas te blaguer aussi. Et toi, genre, la décision que tu prends, c'est comme c'est le jeu, comme c'est comme ça, ils sont, moi aussi, je vais devenir comme ça. Pour moi, genre, ça signifie qu'il y a 90% de la responsabilité qui t'est assignée. Et on peut dire, bon, oui, c'est moi qui ai été l'instigateur initial. Mais à partir du moment où c'est toi qui as, in fine, pris la décision, moi, je t'assigne la majorité du truc. Et après, c'est peut-être quelque chose de personnel, peut-être, je sais pas. Mais voilà. Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. On revient encore à, il faut qu'on prenne le temps d'observer. D'accord? Ce que je disais, les femmes se plaignent des hommes, les hommes se plaignent des femmes. Et j'ai dit, quand on toise comme ça, on a trois doigts qui nous reviennent. Les femmes disent que les hommes sont mauvais. Mais ils sont mauvais parce qu'elles ont été faciles, en fait. Même si on te dit des paroles douces, tu dois observer, tu dois discerner. Et souvent, quand les femmes viennent, qu'elles me disent, Coach Hélène, nous, on est découragés parce que je fais les mises en relation également. Ah, moi, j'ai plus besoin d'hommes, je me suffis. J'ai dit, c'est faux. Ça va te suivre jusqu'à 60 ans. Parce qu'après 60 ans, tu vas venir dire, Coach Hélène, je veux un mec. Je veux me marier. On ne peut pas se défaire de ça, se départir. Dieu nous a créés pour vivre ensemble, hommes et femmes. Sauf si on est appelé à être, je sais pas, religieuse ou aller au monastère, etc. Donc, il faut faire attention, hommes et femmes. Si l'homme vient qui te raconte des paroles mielleuses, qui te dit ceci, cela, il faut que tu discernes avant de te donner à lui. Parce que beaucoup sont blessés aujourd'hui parce qu'elles se sont données en cachette et aujourd'hui, les blessures font que même si elles rencontrent des hommes qui sont bons, elles vont faire des bêtises parce qu'elles veulent se venger la plupart du temps des hommes à cause de leurs blessures. Mais si tu avais été plus méfiante, plus observatrice, cela ne te serait pas arrivé. On se retrouve avec 1, 2 ou 3 enfants et le père qui refuse de donner son nom à l'enfant. Mais parce que tu t'es amusé, si tu avais eu cet enfant dans le mariage, il aura accepté l'enfant. Donc, la faute aussi incombe aux femmes, à chacun d'ailleurs. Si je dis aux femmes, si elles cessaient d'être faciles, les hommes allaient se recadrer. C'est parce qu'il y a de la facilité qui continue. Comment toi, en tant que femme célibataire, un homme marié vient vers toi, tu pars vers lui. Tu dis non, comme moi, je n'ai pas de mari là. Mais non. Mais ils continueront à tromper et trahir la femme à cause de vous, qui êtes si facile. Ben, c'est ça. Si à un moment c'est serré, c'est fermé, les hommes vont arrêter parce que s'ils vont dehors qu'on les chasse, ils vont rester à la maison, mais ils savent que c'est ouvert. Donc, ils s'amusent à ça. Donc, femmes, revenez aux vraies valeurs. Vous avez la clé du temple. Fermez le temple et gardez le temple. Soyez présentes pour qu'il n'y ait pas de sacrilège dans le temple. Ça, c'est un message très fort que j'apprécie énormément. De toute façon, le débat de qui est responsable ou non, ça va vraiment pas cesser. Parce que tout à l'heure, avant de commencer le podcast, j'étais un peu sur le méta ancien Facebook. Et il y avait déjà un débat là-bas sur un homme qui avait fait 8 ans de relation avec 5 ans de relation avec une autre femme. Franchement, c'était compliqué. Je n'ai même pas lu. Mais genre, c'est un débat où les femmes ont commencé à dire, mais les hommes, vous êtes méchants et tout et tout et tout. Donc, c'est un débat qui s'éternise. Hein, donc, vraiment, on peut passer à d'autres choses, d'autres sujets. Oui, ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu au cas par cas. C'est pour cela que si c'est intéressant d'avoir une coach
qui, qui peut recadrer tous ces, peut-être ces écueils, ces genres de sorties de route, ces écartements, ces écarts et tout ça. Mais, coach Hélène, moi, je voudrais qu'on fasse un petit exercice où maintenant on se met vraiment dans la peau, ou sinon dans une situation de couple. Donc, et on va voir 2 ou 3 situations dans le couple et on va vous demander, enfin, on va te demander ton avis là-dessus. Donc, la première situation, c'est déjà, qu'est-ce que tu penses de l'émancipation financière et même de la gestion financière pour un couple? Parce que on a eu à discuter de cela lors de l'épisode précédent avec le couple Watkoff. Et donc, ce qui est revenu, c'est que le couple s'entendait déjà bien sur les questions d'argent. Et par exemple, l'homme, il disait que voilà, lui, il se considère qu'il s'est réalisé parce que aujourd'hui, il a une femme qui est compréhensive à ses côtés, il a un enfant et tout ça. Donc sa famille, pour lui, c'est vraiment l'essentiel. Et la femme aussi, elle disait que voilà, il n'y a pas de question de 50-50. Enfin, il n'y a pas de question de moi, je mets 30%, je mets 70%. On met ce qu'on a ensemble et on construit des projets ensemble. Donc, toi, quelle est ta vision là-dessus? Dans un couple épanoui, parce qu'on l'enseigne pour ceux qui viennent vers moi, qui désirent se marier quand ils sont en cheminement, on parle du budget familial. Un couple doit être transparent. Aujourd'hui, les conjoints ne connaissent pas le salaire de leur conjoint. Ce n'est pas normal. Il n'y a rien à cacher. On est tellement faux. On n'est pas transparent. Moi, je dis, dès l'instant où on se dévêtit devant quelqu'un, on n'a plus rien à cacher. Ben oui, parce qu'on a tellement désacralisé le corps que le corps, c'est voir le corps d'une femme nue, ben, c'est comme si, je sais pas, c'est trop fort. Il faut respecter le corps. Et donc, quand on est en couple, cette histoire de 50, 50, 70, non, c'est pas intéressant. On met tout ensemble. Ça dépend de ce que le couple va décider. Soit le monsieur, le père de famille, il dit, bon, moi, je mets de l'argent de côté pour qu'on puisse couper, pour qu'on puisse avoir notre maison. Et toi, ta part, c'est pour les besoins de la famille. On peut décider comme ça. L'argent des deux travaille. Ou encore, on ouvre un compte commun et on met de l'argent, une certaine somme, en fonction de nos dépenses, de nos besoins familiaux. Et l'argent du couple aussi fonctionne. Vous voyez? Mais une affaire de moi, je paie, ça c'est les femmes, hein. Moi je paie que 20%, c'est toi qui es l'homme. Hein. On ne dit pas ça. Si l'homme décide de le faire, ben, tant mieux. C'est qu'il veut le faire. Mais on n'a pas à dire à l'homme, moi j'ai 20%, toi le reste, ça t'incombe. On ne fait pas ça. Il faut aider l'homme. Quand on s'aime, on fait les choses ensemble. On grandit ensemble, on réussit ensemble. Et je voudrais dire, souvent, ce qui déchire aussi les couples, c'est l'argent. Les femmes, vous aimez trop regarder l'argent, la poche de l'homme. Il y a des hommes aussi, arrêtez. En matière de gestion financière, vous êtes trop difficile. Certains maris, je m'explique. Il y a des hommes, en tant que chef de famille, tu sais très bien qu'il t'incombe de mettre les enfants à l'école, d'accord? De payer la scolarité des enfants. Quand arrive le moment de la scolarité, tu te débines. Mais ce sont tes enfants. Quand même, tu vas payer. On ne fait pas ça. Les discussions comme ça ne doit pas se faire. Dès l'instant où on est dans le cheminement et qu'on décide d'aller au fiançailles jusqu'au mariage, on en parle au préalable. Ce n'est pas dans le foyer qu'il faut gérer tout ça. Si on n'est pas d'accord, on ne va pas au mariage. Voilà, souvent on n'en parle pas. C'est tabou. Et maintenant, on se retrouve, on patauge comme ça, on ne sait pas où on va. Tout ça, c'est avant de se retrouver devant monsieur le maire. Parlons de budget familial. Nous souhaitons habiter une maison de 3 pièces dans tel ou tel quartier. Ça fera certainement 350 000. Il y aura l'électricité, il y aura... Vous faites votre budget familial, vous le posez. Moi, je gagne en tant que Cécilia, j'ai 300 000. Toi, tu as 500 000. En fonction des 800 000, nous faisons le dispatching de nos dépenses. Voilà un bon couple. Et comme ça, on saura mieux serrer nos dépenses. On ne fera pas de dépenses intempestives. Madame ne dira pas, elle voit un sac à main aujourd'hui, un week-end, ça lui plaît. Non, 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 non. On sait ce qu'on a à faire et on peut mettre de l'argent de côté
pour nos projets. Voilà comment il faut gérer son budget familial. Maintenant, il peut y avoir des hommes qui gagnent 2, 3 millions ou des femmes, vice-versa, qui gagnent 3 millions, le monsieur a 500 000. Que faire? On ne va pas demander au monsieur qui a 500 000 de mettre les 3 enfants, là, de scolariser les 3 enfants à mer. Et il y a des femmes qui le font, mais c'est toi l'homme. Vous allez tuer cet homme. Alors que tu as 3 millions, tu as 6 millions. J'en connais. Il y a un monsieur qui touche 800 000, sa femme touche 6 millions. Mais le monsieur doit tout faire, sous prétexte que c'est lui l'homme. J'ai reçu ce couple-là. Non, ça, c'est pas normal même. C'est pas normal. Vous voyez un peu, c'est l'homme. Nous, on nous a éduqués, c'est l'homme qui fait tout. Mon argent, c'est mon argent. Non. Et en plus, la femme est dépensière. Ouais, ça, c'est vrai. C'est le monsieur qui va faire toutes ces dépenses. C'est chaud quand même. Ils n'en ont pas parlé au préalable. Ouais. On ne parle pas de ça, on se retrouve dans le foyer et puis on est perdu. Quand on se retrouve, je dis communiquer. Et quand il y a une bonne communication avant de nous marier, on vit un mariage épanoui et heureux. Tout le travail se fait dès le départ. La fin, là, c'est le vivre heureux et épanoui. C'est tout. Et il y aura quelques petites incompréhensions, mais ça se gère. C'est normal. Ok. Tu veux apporter quelque chose dessus? Ah non, pour moi, c'est clair. Je trouve que c'est quand même compliqué, surtout sur les hommes qu'on a pris là, parce que je voulais poser la question, et quand c'est la femme qui gagne plus. Mais je pense que c'est une question de communication. Tout ça, ça se résout avec la communication. On peut se rendre compte que la communication, c'est la clé. Si la femme gagne plus et que tu gagnes moins, ajustez en fonction de votre couple, quoi. Mais franchement, quand que tu vous communiquez, vous vous adaptez, il n'y a pas de règle magique. C'est ça, il n'y a pas de règle commune pour tout le monde. Chaque couple a ses réalités et chaque couple, en fonction Exactement. va faire ce qu'il va. Après, est-ce que, en partant de cette logique d'observation, de se connaître soi-même et de connaître son conjoint, est-ce que la coach pense que la manière dont les hommes sont faits, c'est bon pour un homme avec une femme qui gagne plus? Et je parle notamment de ces histoires de fierté en partant sur la logique que c'est l'homme qui doit assumer, c'est l'homme qui doit être le protecteur, parce que quand on parle de protection, c'est autant une protection physique que financière. Du coup, je me dis, dans un contexte où la femme va gagner 7 fois plus que toi, genre, il y a quand même une perte de fierté. Genre, tu sais qu'il y a des trucs que tu peux pas faire. Tu sais que elle peut te dire, bon, toi, faut t'aider parce que tu n'as pas l'âge. Et tu peux rien dire parce que, effectivement, tu n'as pas l'âge. C'est pour ça qu'il faut savoir faire le bon choix. Quand on rencontre une femme, il ne faut pas l'épouser à cause de ses critères de beauté, mais plutôt de bonté. La coach, est-ce que tu peux répéter ça? C'est très clair, c'est trop bien. Quand on rencontre une femme, on ne l'épouse pas à cause de ses critères de beauté, mais plutôt de bonté. J'insiste encore sur l'observation, le discernement. Tout ça, il y a des signes qu'on détecte dès le départ. Les femmes qui sont bon, chichi, ça, vous voyez tout de suite quand vous l'invitez au restaurant, vous allez le ressentir. Clairement. Il n'y a pas d'humilité en elle. Vous allez faire quoi avec une femme qui n'est pas humble? Mais il y a des hommes qui aiment ça parce qu'elle est belle. Il y a des hommes qui aiment ils sont tellement complexés qu'ils veulent avoir des femmes supérieures. Mais ça, là, tu ne vas pas vivre heureux. C'est pour ça que je dis, dans l'affaire des couples, c'est une affaire de choix. C'est clair, hein, Joanne. Pour moi, c'est clair. Mais c'est pas la question que j'avais posée. Je ne sais pas si je ne m'étais pas fait comprendre. Du coup, pour reprendre de manière plus concise, je demandais si, en fonction des caractéristiques d'un homme, tu penses que, voilà, spécifiquement, tu penses que il doit sortir, ou il peut, et si l'occasion se présente, il pourrait se mettre avec une femme qui gagne plus. C'est la question qu'elle a. C'est vrai, observer le truc, mais ce que je demande, c'est est-ce que par rapport à la nature de l'homme, par rapport à sa fierté, se mettre avec une femme qui gagne plus, ce serait bon, possible ou truc? C'est ça, c'est ce que je demande. Non, j'ai répondu à l'autre en fait. Toi, je réponds. Ah, ok. Voilà, je te réponds. Quand on se rencontre, c'est pas d'abord le portefeuille. On a été attiré, surtout l'homme, c'est le visuel. C'est d'abord l'enveloppe. Ensuite, quand tu seras rapproché de l'enveloppe, tu vas l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je caricature. Et quand tu vas ouvrir et que tu verras ce qu'il y a à l'intérieur, c'est à toi de décider. C'est dans les échanges. Et c'est pas tout de suite qu'on dit je gagne tant, je gagne tant. Vous allez échanger. On ne parle pas tout de suite de finances. C'est au fur et à mesure qu'on se découvre sur ce qu'on est, nos capacités, nos forces, nos faiblesses, ce qu'on apprécie de l'un, de l'autre.
Et au fur et à mesure, on avance, on avance, on avance. Quand on va se dire oui maintenant, qu'on désire cheminer pour un temps, pour se fiancer et nous marier, c'est là où va intervenir, tu gagnes combien, tu as combien, on regarde et tout ça. Maintenant, l'homme qui est complexé, parce qu'il y a des hommes qui ne tolèrent pas, qui ne supportent pas que leurs épouses ou leur épouse aient plus que, ça dépend de chaque homme. Maintenant, il y a des femmes qui gagnent plus, mais qui sont humbles, qui gèrent sans que personne ne sache quoi que ce soit. Donc, c'est dans l'observation, apprendre à se connaître pour savoir que celui-là, il est comment, cette femme, elle est comment. Elle va toujours dire, moi, j'ai 1 million, lui, il n'a rien. Regardez la femme, il y a des femmes qui parlent trop, qui se tapent la poitrine. Mais tu vas faire quoi avec une telle femme? Prends une femme sage, discrète, courtoise, elle va t'aider sans rien dire. Quand vous allez au supermarché, elle glisse doucement les 100 000 francs parce qu'elle a vu que la caisse a montré 50, 100, alors qu'elle sait que dans la poche du monsieur, il ne peut pas. Voilà comment on se complète, sans dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. L'homme va se sentir petit, parce que l'homme, c'est lui qui veut toujours donner. Mais il faut savoir que la femme peut donner également. Mais il faut qu'elle ferme sa bouche, qu'elle ne montre pas cela à l'homme, parce que l'homme a sa fierté, c'est lui le chef de famille. Il veut faire, mais il ne peut pas. Donc, la femme doit aider. Et quand elle l'aide, de manière simpliste, douce et avec amour, chérie, tiens, s'il te plaît, le soir au coucher, chérie, tiens, c'est pour toi. C'est fini. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. On va montrer aux enfants que c'est nous qui avons fait ci, c'est nous qui avons fait ça. Non. Donc, apprenez à savoir qui est la femme. Une femme comme ça, tu vas à tout prix l'épouser pour paraître, mais tu vas souffrir. Parce qu'il y a des hommes complexés qui aiment bien ce genre de femme pour paraître. Parce que je sors avec telle femme, j'ai épousé la fille de temps. Et puis, ils sont malheureux après. Et leurs enfants vont en pâtir dans le couple. Voilà. Donc, en fonction de... Si vous vous connaissez, vous savez que si vous êtes trop orgueilleux, vous ne pouvez pas supporter, ben, vous n'épousez pas ce genre de femme. Maintenant, si la femme est très humble, ben, vous faites avec. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont tellement complexés que quand la dame gagne plein d'argent, ils exigent que la femme leur donne tout l'argent. Il y a trop de choses. Oh. C'est compliqué, hein? Il y en a qui exagèrent. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de cheminer ensemble. C'est important avant de s'engager. Parce qu'une fois qu'on s'est engagé, c'est pour la vie. Donc, il y a des signaux. Il y a toujours des signaux. Ne disons pas, je veux à tout prix me marier, je m'engage. Parce qu'on voit, mais on feint ne pas voir. Il y a des indices, ça c'est clair. Parce que quand j'écoute les couples, et coach, on savait, mais on veut forcément porter la robe blanche. Non, mais ça c'est... Oui, d'accord. Je pense que sur la question des finances, franchement, moi, j'ai été édifié. Il y a des trucs que je savais déjà, des trucs que j'ai appris aujourd'hui. On va passer à d'autres questions, si tu me permets, coach. C'est parce qu'on a beaucoup parlé d'observation, de discernement avant de s'engager. Donc, disons que il y a un couple qui a fait tout ça. Ils ont passé par cette étape, donc ils ont discuté, ils ont parlé. Franchement, eux, ils parlaient seulement. Voilà. Donc, ils se connaissent plutôt bien. Et puis, ils rentrent dans ce couple-là, et comme on le dit, les gens changent. Bon, une fois que vous êtes dans le couple, peut-être Cécilia se rend compte que Jean, il a changé. C'est-à-dire, c'est plus le même Jean d'avant, il a plus la même attention, il a plus les mêmes discussions envers elle et tout ça. Ou bien, pareil, un Jean, il se rend compte que Cécilia, elle a changé, elle est un peu distante et tout ça. Enfin, une fois qu'on est dans le couple, disons une fois qu'on est marié. Marie, c'est ça. Ce couple, encore, peut-être c'est cheminement, on peut se laisser. Mais une fois qu'on est marié, comment on peut résoudre ce genre de problème, pratiquement? OK. Ça tombe bien parce que pour le 29 prochain en Côte d'Ivoire, j'organise un atelier à ce sujet. J'essaierai. Ah, c'est le 29 mars prochain? C'est mars, non? 29 mars, oui. C'est ça. Ah oui, d'accord, c'est dans pas longtemps, en fait. En Côte d'Ivoire, mon couple est au point mort. Alors, j'invite tout le monde à cet atelier pour venir découvrir les astuces pour redémarrer ce genre de couple-là. Ça arrive. Vous savez, la routine, à un moment donné, fait que nous n'avons pas le temps de nous séduire à nouveau. Ou il y a une parole qui nous a blessés, nous n'avons pas échangé, nous n'avons pas parlé, on a gardé. Il faut éviter cela. Ce que je conseille à mes cheminants, ceux qui veulent s'engager dans le mariage, chaque fin de semaine, soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, le couple choisit, il faut faire un petit point. Par semaine, on court. On est en chambre ensemble. Un petit point de 30 minutes, 45 minutes pour échanger, pour se pardonner, pour voir ce qui n'a pas marché. C'est comme ça. Et repartir encore. Si on ne fait pas ça,
qu'on laisse s'accumuler et après, ça fait qu'on peut regarder à côté pour les âmes sensibles, en fait. Parce que quand la femme ne se sent pas, je ne prends pas la défense de qui que ce soit. La femme court, surtout quand il y a les enfants, elle ne regarde plus le mari. On a besoin d'amour. Franchement, l'être humain a besoin d'amour. L'être humain a soif d'amour, a faim d'amour. Et quand on est deux, c'est pourquoi on s'est mis à deux, c'est parce qu'on a aspiré à cela. Mais maintenant, on est ensemble et puis on s'éloigne. Alors qu'on courait pour aspirer à cela, pour être tout ensemble, pour tout le temps s'enlacer, pour tout le temps échanger, pour rigoler. Vous savez, sur les lieux de travail, il se passe aussi certaines choses. On n'a pas le temps de se regarder à la maison et puis on regarde tout le temps les collègues. Femme, fais attention. Quand ton mari vient à la maison, regarde-le, cause avec lui. Monsieur, cause avec ta femme. Prenons le temps de manger ensemble, de dormir ensemble, de prier ensemble, de se réveiller ensemble. Ça fait qu'on reste encore unis. Aujourd'hui, monsieur a sa voiture, madame a sa voiture, on coupe. On ne sait même pas la tenue que monsieur a portée le matin pour aller au travail. On ne se regarde plus. Le temps de se regarder, les cheveux blancs ont poussé. Donc, faisons attention. Nous sommes dans le même lit. C'est une très bonne chose. Dans l'Antiquité, je crois en France, les couples dormaient un lit, chacun dans son lit. C'est après qu'ils ont mis le même lit pour le couple. Donc, c'est une bonne chose de dormir ensemble. C'est là où on peut échanger. C'est là où on peut partager certaines choses. Si monsieur est fatigué, le secret que je donne aux femmes, quand monsieur arrive le soir, il est épuisé, laissez-le, eux se réveillent en 2 heures et 4 heures. C'est là la vigueur reprend. On peut échanger. Les femmes ont dit, je suis fatiguée, laisse-moi, attention. Il a revigoré. À force de dire attention, non. Attention, on s'est compris. On s'est compris, mais c'est très bien compris. Très bien compris. Voilà. Donc, il faut faire des petits bilans par semaine et puis par trimestre, décider de sortir de notre environnement quotidien, de prendre du bon temps dehors, du temps de qualité. Tout ça, ça favorise la durée de vie du couple. Voilà. Tu vois, on va dire que je cherche encore des conseils, mais est-ce que tu as des conseils pour les jeunes couples qui veulent aller vers le mariage, qui veulent vivre ensemble pendant très très longtemps, se marier, avoir des enfants? Quels conseils tu peux leur donner aujourd'hui? Et surtout pour ceux qui sont dans la diaspora ou même en Côte d'Ivoire, qui viennent tout juste de travailler, de commencer à travailler, tout ça. Merci pour cette question. Effectivement, je dirais aux jeunes que le mariage est divin. Il est sacré. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas reproduire le mariage de l'autre. Chaque mariage a sa spécificité. C'est pas ce que tu regardes dans le couple de l'autre que tu dois reproduire. Non. Chaque individu a sa spécificité. Alors, chers jeunes, avant de vous engager au mariage, vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir qui est le futur conjoint. Vous devez avoir une feuille de route. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même? Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'autre? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre famille future? Question essentielle. On ne se met pas ensemble et puis une fois ensemble, c'est maintenant qu'on va se poser toutes ces questions. Toutes ces questions doivent se faire avant. Et vous devez vous dire qu'on ne s'engage pas au mariage pour se séparer. Enlevez ça de votre cervelle. On ne part pas au mariage pour dire que demain, nous allons divorcer. Non, non et non. Si vous partez sur cet état d'esprit, ce n'est pas la peine de vous engager au mariage. Luttez pour rester ensemble longtemps. Aujourd'hui, on se marie 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, 5 ans après, on se sépare. Tous ceux qui m'entendent, s'il vous plaît, après, ils vont communiquer mon numéro. Même ceux qui sont à l'étranger, n'hésitez pas à m'appeler. Je vais vous former là-dessus. On pêche par ignorance parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est informé. Et tout ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux ne nous font pas de bien. Je vais dire quelque chose qui va certainement égratigner beaucoup. Aujourd'hui, c'est la mode de leadership féminin. Moi, je n'aime pas entendre ça. Moi aussi, moi, je n'aime pas. Leadership ici, leadership par là, il y en a assez. Trop, c'est trop.
Le vrai leadership féminin, c'est chez toi, dans ton foyer, ton époux et tes enfants. Si aujourd'hui, nos enfants se retrouvent dans la rue, dans la drogue et tout ça, c'est que où est passée la femme? Femme, je te parle à toi. Jeune femme, tu veux t'engager dans le mariage? C'est vrai que tu as un PhD, tu as un master, etc. Mais sache qu'à un moment donné, tu dois prendre soin de tes enfants et de ton époux. Ton premier rôle d'abord. Sinon, ne te marie pas. Il faut que les choses soient claires. Le dehors est dangereux. Vous qui êtes à l'étranger, vous voyez ce qui se passe. Et même dans notre pays, en Côte d'Ivoire, c'est grave. Tout ça parce que les femmes ont décidé de faire comme les hommes. Égalité de sexe, boum, 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 boum. D'accord. Mais une fois qu'on est marié et qu'on désire avoir des enfants, nous devons regarder nos enfants et notre conjoint. Tu es tout le temps dehors. Tu laisses ton mari, tu laisses tes enfants. Que deviendra-t-il? Et que deviendront tes enfants, vos enfants? C'est ça la vérité qu'on essaie de camoufler. On ne se bat pas pour ce foyer qu'on a tant désiré, mais on se bat pour aller avoir de l'argent. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais à un moment, il faut savoir raison garder, il faut savoir ce qu'on souhaite pour notre famille. Sinon, notre famille ira à la perdition et ça sera les divorces, forcément. Quand on ne se parle plus, on est toujours à des réunions, on rentre à 23 heures, les enfants n'ont pas mangé, on attend maman, les enfants pleurent, papa a faim. Mais attends, c'est quel désordre? Mais pourquoi as-tu décidé de te marier? On va me dire que l'homme doit faire à manger. Il ne se serait pas marié, il serait resté célibataire. Ça, c'est le vrai point. Parce nous avons un rôle à jouer. Nous venons aider nos conjoints. Nous venons aider nos conjoints. Nous devons travailler parce que la vie est difficile aujourd'hui sur le plan financier. Mais n'exagérons pas. À des heures raisonnables, nous devons rentrer à la maison pour prendre soin de notre époux et de nos enfants. Qui éduque mieux son enfant? C'est la mère. Nous sommes mères éducatrices, mères nourricières. Mais aujourd'hui, toutes les femmes sont dans les groupes de leadership féminin. Entrepreneuriat ici, entrepreneuriat là-bas. Mais à la fin de ta vie, là, tes enfants deviennent comment? Addicts à la drogue. Je m'arrête là. Beaucoup trop dit, mais merci beaucoup pour les conseils, c'est clair. C'est un très bon garde-fou pour toutes ces jeunes personnes qui veulent s'engager, en tout cas. Ce que le coach a dit, c'est repris là. Alors, ça mettait au casque, on va bloquer ici. Et donc, comme Joseph vient de le dire, on est arrivé à la fin de cet épisode. Merci encore, coach Hélène, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir discuté, d'éclairer les quelques zones d'ombre qu'on avait. Et puis, bien sûr, d'avoir mettre tes contacts et puis les informations concernant la prochaine session que tu auras à Abidjan sur le 29 mars, si j'ai bien retenu la date, c'est ça. Et donc, toutes ces personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à aller aussi regarder, prendre conseil chez Coach Hélène, voilà, pour que vous puissiez être édifiés à votre tour. Et je vous dis à très bientôt sur le prochain épisode. Et je ne sais pas, vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste que si vous avez encore la force à pas écouter cet épisode, n'hésitez pas à écouter les épisodes précédents. C'est ça. Que nous avons enregistrés. Et il y a une grosse surprise qui arrive très prochainement après cet épisode-là. Donc, restez connectés. Abonnez-vous et voilà quoi. Likez aussi. C'est ça. Et on vous souhaite plein de bonnes choses, plein de chance dans votre future relation amoureuse. Pour nous, c'est pas encore très sûr. Pour Joseph, c'est un peu plus sûr. Bon. OK. Merci beaucoup, coach. Merci à tous. Au revoir. Bisous. Merci. Bye.